Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du dimanche 16 octobre 2022. Tout de suite, dans les détails des informations de ce jour, 60% des travaux d'installation du groupe 4 dans la centrale d'Andékalek ont été achevés ce jour. Le drainage des eaux s'est terminé hier soir et les techniciens ont procédé à la mise en place de la vanne de garde de type sphérique pour la mise en marche de ce groupe. Les détails avec Antonia Martina et Anzar Razonarville. Les travaux d'installation du groupe 4 au sein de la centrale d'Andékalek avancent. La mise en place de la vanne de garde de type sphérique pour la mise en marche de ce groupe a eu lieu ce matin suite au drainage des eaux, souligne Rivra Daniel, CEO de la Jirama. Les contrôles de tous les équipements de serrage qui relient les canaux sont encore obligatoires après ces travaux selon toujours les explications. Pour le poste qui combine l'électricité produite par le groupe 3 et le nouveau groupe 4, les techniciens entament l'introduction de gaz. 60% des travaux ont été accomplis jusqu'à aujourd'hui. La réalisation de ces travaux est accélérée grâce à la collaboration des employés de la Jirama et ceux du ministère de l'Énergie et des Hydrocarbures. Quand ces travaux seront complètement terminés, le mardi 18 octobre, des tests auront lieu avant que ce groupe 4 puisse être opérationnel à 100%. Un groupe qui va fournir 33 MW pour accroître à 120 MW la puissance totale de la centrale hydroélectrique d'Andékalek. Mais avant de procéder à l'installation du groupe 4 dans la centrale hydroélectrique d'Andékalek, les techniciens de la Jirama y ont entamé le drainage de l'eau. La production est arrêtée depuis vendredi vers 22h. Si l'achèvement de ce drainage d'eau s'est terminé hier vers 20h. Les techniciens vont procéder à l'installation du transformateur afin de joindre les groupes 3 du groupe 4 selon les explications. Toujours avec Antonia Martina et Anzar Razonarville. La production de la centrale hydroélectrique est complètement à l'arrêt depuis vendredi vers 22h car les techniciens ont procédé au drainage de l'eau qui est resté dans les canaux. Ce drainage s'est poursuivi jusqu'à hier selon les explications du chef de complexe Jirama Andékalek, Ranjian Antoine Nafano. Après les travaux de drainage d'eau, les techniciens vont procéder à l'installation du transformateur afin de joindre les groupes 3 et 4 qui vont produire jusqu'à 33 MW d'électricité. Pour autant, le remplissage d'eau pour que le groupe soit opérationnel prendra encore 16 heures. Ces travaux sont estimés être achevés le 18 octobre à 5 heures du matin, selon Serge Ranjian Zatouf, ingénieur électrique Jirama. Pour cette raison, l'électricité qui sera fournie au réseau interconnecté d'Antananarivo connaîtra toujours une baisse ce lundi 17 octobre. Et dans un autre contexte, un pyromane a été arrêté dans la forêt d'Ambuitate-Lakasbe avec en sa possession du pétrole et un briquet. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a également informé que d'autres pyromanes ont été déjà arrêtés dans la région Anos, ainsi que des personnes soupçonnées d'auteurs de l'incendie dans la réserve de la baie de Bâle le mois de septembre dernier. Les détails avec Saint-Sylvain et Barnian Adenilson. Si la lutte contre les feux se poursuit dans la forêt d'Ambuitate, un pyromane a été arrêté. Il a été vu sur place, ne participant pas à l'extinction et ne faisant non plus partie des services d'urgence de la forêt. Après avoir été fouillé, on a découvert sur lui un briquet et du pétrole, selon les informations recueillies auprès du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le feu continue toujours de faire des dégâts à Ambuitate, même si de nombreuses personnes se chargent de l'éteindre. Par ailleurs, 2 personnes ont été arrêtées à Manantatel, dans la région Anos, lorsqu'elles ont mis le feu aux forêts. D'autres individus suspectés d'être l'auteur de l'incendie dans la réserve de la baie de Bâle, dans la région Poué, ont également été arrêtés, selon les explications du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Fina Marie-Orléa. Le gouvernement malgache soupçonne l'existence d'un réseau derrière ces actes qui se sont produits successivement durant ces 2 dernières semaines. Le gouvernement n'acceptera pas cela et des sanctions conséquentes seront appliquées à l'endroit des auteurs, a déclaré le Premier ministre Tse Christian. Le gouvernement a également appelé tous les Malgaches à lutter contre les feux de brousse.
Et le tourisme dans la région Anos a de grandes opportunités de se développer. Cette région possède de nombreuses destinations touristiques qui peuvent être vendues sur le marché du tourisme international. Le tourisme à Tolanar vous sera présenté dans ce reportage avec Fanjessena Mireille et Kevin Ravounersan. Tolanar ou Fort-Dauphin se situe dans la partie sud de Madagascar, capitale de la région Anos, dans la province de Toliara. Cette région attire beaucoup de touristes et elle figure parmi les destinations la plus choisies pour ces derniers. Elle dispose également de 32 sites touristiques qui peuvent être visités selon Aswavn, un guide touristique. À part cela, Tolanar possède aussi des richesses naturelles, l'une des destinations touristiques attrayantes et la plus appréciée, comme le réserve Nampoun, avec sa surface allant jusqu'à 50 hectares. On y trouve de nombreuses espèces d'animaux. La visite de ce lieu dure entre 1h30 à 2h selon l'explication de Dauphin, un guide touristique. Pourtant, au cours des 2 dernières années, le secteur tourisme à Madagascar, comme le tourisme mondial, a traversé beaucoup de difficultés et s'est même arrêté en raison du crise sanitaire Covid-19. Les opérateurs touristiques de Fort-Dauphin figuraient parmi les touchés de cette crise sanitaire. Mais actuellement, Madagascar est ouvert sur le monde extérieur. La Grande Île est l'un des endroits le plus sûrs en ce qui concerne le secteur touristique. Et pour la promotion de ce secteur, le ministre du Tourisme, avec l'Office national du tourisme ou l'ONTM, a organisé le Tuk Tour. Des opérateurs touristiques étrangers sont venus pour visiter le pays. Ces derniers qui ont affirmé que Madagascar est un pays riche et agréable. L'objectif est de promouvoir le secteur tourisme à Madagascar selon les explications. Pour cela, des ressortissants malgaches qui vivent à l'étranger contribueront à l'accomplissement de cet objectif, comme Jocelyn qui est un tour opérateur en Suisse. Les opérateurs touristiques étrangers ont visité Tolanar en 1 semaine et l'Office régional de la région Anos a participé dans la réalisation de ces visites. Les opérateurs touristiques locaux espèrent que le secteur tourisme à Madagascar se remettra progressivement. Continuons toujours dans cette partie sud de Madagascar. Le développement des femmes dans l'entrepreneuriat et la création d'emplois dans la partie sud-ouest de Madagascar est encore à réaliser. Le fait de penser que les femmes sont toujours réservées aux tâches ménagères est à l'origine de ce problème. Selon une femme entrepreneur dans la région, à son avis, pour que les femmes deviennent plus indépendantes et s'impliquent davantage dans le développement économique, l'implantation des industries ainsi que des grandes entreprises dans la province de Toliara devrait être favorisée. Reportage. Toliara, capitale du sud-ouest de Madagascar. La présence des cyclopousses, qui sont très nombreuses, reflète le taux de chômage dans la ville. À part le manque d'offres d'emploi, la mentalité de la société, qui pense que les femmes sont réservées à des tâches ménagères, bloque la situation et augmente le taux de chômage, selon la Lenarasavtumb, entrepreneur. Cela fait 21 ans qu'elle est dans le monde de l'entrepreneuriat. Elle a fondé 5 entreprises. Elle a affirmé l'importance du capital humain dans le développement de Toliara. D'autre part, des efforts devront être fournis et que chaque citoyen doit avoir le courage dans l'accomplissement de ses rêves, notamment les femmes pour le développement du pays. Nini, par exemple, son choix est le secteur assainissement. Elle a débuté par la sensibilisation des habitants à ne pas jeter partout les ordures pour la protection de l'environnement. Et à partir de ce projet, elle a pu fonder son entreprise qui embauche des femmes dans le secteur de nettoyage. Ces 2 femmes ont trouvé leur propre voie. Toutes les 2 sont convaincues de la richesse de Toliara, surtout pour les richesses naturelles qui sont exploitables et qui peuvent fournir de l'emploi aux habitants. Et puis, le développement de Madagascar est visible à travers les diverses infrastructures et projets qui répondent aux besoins de la population. D'autres projets et promesses du président de la République, Andry Rajoelina, sont également en cours de réalisation. Ainsi, la candidature du président actuel pour la présidentielle en 2023 assurera la continuité des travaux de développement de Madagascar selon le parti politique Yarakisik du district d'Avaradjan aujourd'hui. Le parti contribue également au développement du pays à travers des actions sociales.
L'association Ma Famille, qui regroupe les étudiants, le personnel administratif de l'université, que ce soit public ou privé dans la province d'Antananarivo, va effectuer une rencontre à Mamasn, selon le nouveau président de l'association hier. Ma Famille est constituée des membres issus de la région Analamang, Bunglav, Faknakarach et Itas et s'étend dans tout Madagascar. Cette association existe depuis déjà 45 ans. La raison de cette rencontre est renforcer le lien entre tous les membres et pour donner un nouveau souffle à l'association. Ma famille envisage également de visiter les provinces où il y a des membres de l'association pour les aider et pour chercher des solutions face aux difficultés qu'ils traversent. La passation entre l'ancien président de l'association et le nouveau président a été effectuée hier. Et en ce qui concerne les actualités internationales, Xi Jinping a mis l'accent dimanche sur les questions de sécurité, notamment vis-à-vis de Taïwan, et a défendu sa gestion de l'épidémie de Covid-19 dans son discours d'ouverture du 10e congrès du Parti communiste chinois ou PCC, à l'issue duquel il devra être reconduit pour un 3e mandat de 5 ans au poste de secrétaire général. Reportage sur les images de France 24. Une mise en scène bien orchestrée. Pour l'ouverture de son congrès, le Parti communiste chinois accueille Xi Jinping sous un tonnerre d'applaudissements. Les 2300 délégués du PCC sont venus de toute la Chine. Dans son discours d'ouverture, Xi Jinping défend son bilan et sa politique draconienne de lutte contre le Covid, de plus en plus contestée. Nous avons placé la population et les vies humaines au-dessus de tout. Nous avons persévéré avec ténacité dans une politique dynamique de zéro Covid, en lançant une guerre totale très populaire pour arrêter la propagation du virus. Ce congrès est crucial. Xi Jinping devrait obtenir un 3e mandat consécutif à la tête du parti. Il est parvenu à écarter ses rivaux à coups de purges spectaculaires, officiellement au nom de la lutte contre la corruption. Une politique qu'il a vivement défendue. La lutte contre la corruption a remporté une victoire écrasante et a été consolidée de manière exhaustive, éliminant les graves dangers latents au sein du parti, de l'État et de l'armée. Sur la place Tiananmen, les policiers sont partout pour éviter toute contestation. Le congrès doit durer jusqu'à samedi prochain et tout est fait pour que l'événement se déroule sans accroc. À Tunisie, des milliers de personnes ont participé samedi à des manifestations organisées par des partis opposition. Les manifestants ont réclamé le départ du président Kais Saied, plus d'1 an après qu'il soit octroyé la quasi-totalité des pouvoirs. Ils ont également protesté contre la vie chère dans un pays englué dans une grave crise économique. Toujours sur les détails de France 24. Deux tendances politiques radicalement opposées manifestent aujourd'hui dans le centre-ville de Tunis. D'un côté, le parti des citoyens libres d'Abir Moussi, mené par cette ancienne députée et qui se revendique anti-islamiste et de l'héritage de l'ancien président de la Tunisie, Habib Bourguiba. De l'autre, le parti Ennahda avec d'autres mouvances politiques qui se sont réparties à un autre périmètre du centre-ville. Alors si les idéologies sont très différentes, les deux s'opposent fortement au président Kais Saied, dénonce son bilan depuis qu'il a pris le pouvoir le 25 juillet 2021 et la situation économique qui ne cesse de se dégrader. La marche d'aujourd'hui, c'est pour le droit des Tunisiens à l'éducation de leurs enfants, pour le droit à une alimentation digne et pour ne pas vivre pénurie sur pénurie. C'est pour avoir du pain, du sucre, de l'huile, de la semoule et de la farine. Aujourd'hui, Kais Saied veut affamer les Tunisiens et les appauvrir. On est là parce qu'on était toujours là. On n'a pas quitté les rues depuis le 25 juillet 2021. On était contre le coup d'État de Kais Saied. On a manifesté, c'est la 18e fois qu'on manifeste. Toujours pour scander les mêmes slogans, abat le coup d'État, le retour au processus démocratique, de la construction démocratique. Si ces manifestations ont été pacifiques, elles restent contenues selon les manifestants qui ont dénoncé l'empêchement d'accéder à plusieurs endroits des manifestations par les autorités. Il faut noter que ces manifestations politiques se déroulent dans le cadre d'une semaine assez tendue sur le plan économique et social. La Tunisie a connu des pénuries de carburant pendant toute la semaine qui viennent de se résorber. Et puis il y a également eu des manifestations vendredi soir dans des quartiers populaires de la capitale contre la violence policière.
Et pour clôturer ce journal, des manifestants se sont à nouveau rassemblés samedi en Iran, un mois après la mort de Mahsa Amini, après son arrestation par la police des mœurs. Dans la soirée, des troubles ont éclaté dans la prison d'Evin à Téhéran, mais la situation est sous contrôle, a rapporté l'agence de presse officielle IRNA, toujours avec France 24. En pleine nuit, les flammes illuminent le ciel de Téhéran. Des images qui tournent en boucle sur les réseaux sociaux. L'incendie s'est déclaré dans la prison d'Evin, située dans le nord-ouest de la capitale iranienne. Selon les autorités, des détenus auraient mis le feu à un entrepôt de vêtements et des heurts auraient opposé des émeutiers à des employés de la prison. Ces troubles, qui auraient été rapidement maîtrisés, seraient dus à un conflit avec plusieurs détenus selon le ministère de la Justice et n'auraient rien à voir avec le mouvement de contestation qui frappe le pays depuis la mort de Mahsa Amini. Cet incendie vient conclure une nouvelle journée de manifestation dans tout le pays, alors que le mouvement de contestation entre dans sa 5e semaine. Les universités deviennent notamment des lieux de revendication. L'indignation provoquée par la mort de Mahsa Amini le 16 septembre ne retombe toujours pas. Les manifestants se réunissent par petits groupes dans certains quartiers, ce qui complique la tâche des forces de l'ordre pour les arrêter. Depuis le début du conflit, plus d'une centaine de personnes ont été tuées, selon l'association Iran Human Rights. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Au revoir.